Nous rencontrons aujourd'hui pour un entretien le professeur Nicolas Gbowou, économiste et politologue, auteur de l'ouvrage « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique », paru aux éditions Solidarité mondiale, et Pierre Eboundi, docteur en pharmacie, auteur du livre « Le M22, une expérience au Congo, devoir de mémoire », paru aux éditions Kinya Communication, et qui intervient ici en tant que président de la Ligue panafricaine du Congo, Umoja. La Ligue, qui a aussi publié aux éditions L'Harmattan un ouvrage collectif, La vision de la Ligue panafricaine du Congo, Umoja, qui est paru donc aux éditions L'Harmattan. Ma première question donc s'adresse à vous, professeur Gbowou. Donc depuis quelques semaines, une rumeur lancinante circule dans les médias concernant une dévaluation du franc CFA. Donc avant d'en dire un mot, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement en quoi consiste le franc CFA pour nous les Africains? Bon, disons que d'abord merci pour cette question et dire très simplement que le franc CFA veut dire originellement le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention de la France, c'est une propriété à part entière de la France qu'il a inventée le 25 décembre 1945 conformément à l'article 3 du décret 45-01-36. Et depuis 1945 jusqu'à ce jour, cette monnaie coloniale qui est d'essence nazie, elle est utilisée hélas par 15 pays d'Afrique francophone. Et la zone franc a donc ce qu'on appelle des institutions et les 4 principes. Les institutions, c'est la conférence des chefs d'État, l'organe suprême. Il y a ce qu'on appelle le conseil des ministres qui est censé avoir le pouvoir de la politique monétaire, la politique crédit, et le pouvoir même de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA, mais désormais c'est remplacé par ce qu'on appelle le comité monétaire, qui est censé détenir tout ce pouvoir, mais dans la réalité, nous savons que c'est la France qui détient tous ces pouvoirs-là. Il y a aussi un autre élément de l'organe qu'on appelle les comités nationaux de crédit, mais surtout l'élément le plus important, ce sont les 3 banques centrales qui sont la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui regroupe 6 pays, et la BCC, la Banque centrale des Comores, 8 plus 6 plus 1, ça fait 15. Voilà les 15 pays qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique. Maintenant, il y a les 4 principes. C'est le principe de la fixité des parités, c'est-à-dire entre le franc CFA et l'euro aujourd'hui, il y a une parité fixe qui est de 655,957 francs CFA. Il y a le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Le 3e principe, c'est le principe de la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération. Et enfin, le 4e principe, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France et tous les autres pays. Toutes ces institutions, tout comme ces 4 principes, sont en vigueur et ont pour objectif d'enrichir la France et d'appauvrir les pays africains de la zone franc CFA. Et ceux qui vont lire les livres qui parlent de ça, et surtout le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, ils trouveront tous ces détails-là. Président Eboundi, c'est le président de la Ligue panafricaine du Congo, Umoja. Quelle réponse est-ce que la Ligue apporte au sujet des problématiques que pose le franc CFA? Bon, d'abord, je dois dire que
la Ligue panafricaine du Congo Umoja souscrit totalement à ce que vient de dire le professeur Abou par rapport au franc CFA. Il faut noter que cette question du franc CFA doit pouvoir nous permettre de convaincre ceux parmi nous, Africains, qui sommes encore sceptiques, aveuglés par l'aliénation culturelle, par l'aliénation mentale. Parce que il est évident que, en ce qui nous concerne au niveau de la Ligue, la sortie des 15 pays d'Afrique de la zone franc est un acquis. C'est-à-dire qu'il faut concevoir des politiques pour permettre à nos pays de sortir, de reconquérir leur souveraineté monétaire. Et je pense que des compatriotes, des confrères, des concitoyens comme le professeur Argou sont des éléments indispensables du dispositif. Il n'est pas les seuls, il y a d'autres Africains qui, ensemble, vont nous aider à sortir nos pays de la domination dans laquelle elle s'est fourvoyée depuis plus de 50 ans. Donc, voilà à peu près, en tout cas en ce qui concerne la Ligue, il faudrait que les choses soient très claires. Il faut que les 15 pays sortent de la zone franc. Voilà. Professeur Agboou, Oui. Concernant cette rumeur de dévaluation, que pourriez-vous nous en dire? On parle de 35%, 50%, voire 100%. Et avez-vous des informations sur la date de cette éventuelle dévaluation? Bien, disons que de façon plus scientifique, je vous dirais non, puisqu'il n'existe pas une information fiable qui nous dit à quelle date cette dévaluation aura lieu. Nous ne savons rien. Par contre, il faut savoir que partout, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une dévaluation qui se prépare, tout est maintenu dans le secret. Pour une raison évidente. Prenons le cas des pays africains de la zone franc CFA. Dans l'état actuel, celui qui détient 65 655 francs, 957 francs CFA, que je vais arrondir par commodité à 600, disons 65 656 francs CFA, ça lui donne l'équivalent de 100 euros. Bien. Si la dévaluation a lieu demain, comme les rumeurs le disent, et que pour 1 euro, on a non pas 656 francs CFA, mais 1000 francs CFA, eh bien celui qui détient 65 656, il aura 100 000 francs CFA. Donc, il gagne de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer si on informe tout le monde qu'il aura la dévaluation? Eh bien, tous ceux qui détiennent de l'argent, qui ont de l'argent, et surtout ce sont les gens les plus riches du pays, qu'ils soient nationaux ou pas, ils vont simplement transférer leurs capitaux qui étaient en CFA, ils vont les transférer, par exemple, vers la France ou bien dans les pays d'Europe, pour acheter des zéros et les détenir. Et pendant ce temps-là, le pays, les différents pays vont être asséchés en capitaux. Et c'est après la dévaluation, prenons le cas de celui qui détient 656 millions de francs CFA. Il va les prendre et venir ici, c'est-à-dire venir les convertir en euros, il aura 1 million d'euros. Après la dévaluation, il prend le million d'euros, il rentre au pays. On ne lui donnera pas, non, on lui donnera pas 656 millions qu'il avait, on va lui donner 1 milliard de francs CFA si 1 euro égale 1000 francs CFA. Donc, vous voyez bien que pour ceux qui détiennent des capitaux, donc ce qu'on appelle les hommes riches de là-bas,
il y a une entente parfaite et une collusion entre les Africains qui sont riches et les autres occidentaux, sinon les autres étrangers, notamment les chefs d'entreprise françaises, qui sont là et qui s'entendent, et dans le secret le plus total, sont en train de préparer la dévaluation. Donc, on verra bien sûr les conséquences plus tard. C'est pourquoi, pour conclure et vous répondre de façon précise, voilà pourquoi, objectivement, on ne sait pas si la dévaluation aura lieu ou pas. 2, si elle devrait avoir lieu, on ne sait pas la date. Mais il est de notre devoir de dire simplement quelles seraient les conséquences si cette dévaluation arrivait à se faire. Monsieur Eboundi, quelle réponse politique la Ligue panafricaine du Congo Umoja peut proposer aux Africains en cas de dévaluation du franc CFA? Bon, vous dites bien réponse politique, donc je ne range pas dans les mécanismes techniques que les économistes vont mettre en place. Mais d'un point de vue politique, pour nous, on ne va pas inventer grand-chose. C'est-à-dire que le chemin qui va nous aider pour sortir de cette difficulté, c'est l'unité des Africains. Et en premier lieu, l'unité des panafricains. Puisque les panafricains, c'est eux qui veulent cet État fédéral, c'est eux qui veulent construire cette Afrique multinationale unie. Ils doivent être d'abord unis pour pouvoir unir les Africains. Donc, il y a la question de l'unité politique des forces panafricaines, des forces progressistes africaines. Désunis, il est évident, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Tous nos pays sont balkanisés, comme on dit, chacun dans son coin, et chacun dans son coin, nous ne pourrons pas peser. Il est évident que, d'un point de vue politique, la première réponse, la réponse est l'unité des Africains. Parce que la question de la monnaie n'est pas la seule à nous poser des difficultés. Il y a la question des dettes odieuses contractées par nos États. Il y a la question de nos minéraux qui sont surexploités à vil prix. Ça, c'est une réalité. Nous avons grandi avec, nous vieillissons et on continue toujours. Et le continent devient de plus en plus pauvre. Il y a la question de la formation de notre jeunesse en matière scolaire, en matière de formation. Et puis il y a la question de la défense continentale pour ne plus assister à des spectacles où des pays viennent détruire des pans entiers du continent au nom des Nations Unies, comme on a vu. Donc voilà. Donc moi je pense quand même que la première prise de conscience des Africains, c'est de s'unir. Et on ne peut pas sortir du franc CFA dans la désunion. Ce n'est pas possible. Professeur Agboou, si cette dévaluation avait lieu, quelles seraient les conséquences pour les populations africaines? Bon, disons que, de façon générale, la première conséquence pour les pays qui font la dévaluation, c'est que, en tout cas dans les différents pays concernés, nous allons assister à ce que les économistes appellent l'effet prix, c'est-à-dire que les prix vont augmenter. Les prix des produits importés vont augmenter. Parce que la monnaie étant affaiblie, donc les produits, surtout les denrées alimentaires, surtout les médicaments, tout ça, ça va augmenter. Donc, on va voir des populations qui sont déjà pauvres vont s'appauvrir davantage. Ça, c'est un élément très important. Prenons le cas du riz. Parce
un pays qui prépare la dévaluation prend des dispositions économiques pour dire, par exemple, que nous sommes en autosuffisants sur le plan alimentaire, exemple le riz. Donc, il faut mettre une sorte de protectionnisme sur le riz. Donc, s'il y a la dévaluation, le prix importé du riz va augmenter. Le prix, et ça, le riz importé sera trop cher. Et comme il sera trop cher, alors, tout naturellement, les populations vont se rabattre sur le riz local. Mais cela suppose que le riz local suffit, ce qui n'est pas le cas. Et même chose pour les médicaments. Et tout ce que j'appelle les produits de première nécessité, qui sont importés. Donc il n'y a pas une modification des structures de l'économie. Donc si la dévaluation a lieu demain ou bien d'ici janvier, ce sont les populations pauvres qui seront encore plus pauvres et qui vont mourir. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, il y a ce qu'on appelle l'effet quantité ou bien l'effet volume. Les uns et les autres disent qu'il y aura une compétitivité externe, c'est-à-dire que les produits exportés par les Africains vont coûter moins cher et par conséquent, ils vont vendre beaucoup. Ce qui n'est pas, en théorie c'est vrai, mais ce n'est pas tellement exact. Pourquoi? Parce que la demande des produits exportés par les Africains, cette demande est exprimée par les consommateurs, prenons par exemple français ou européens. Pour que leur demande soit forte, ce n'est pas tellement par rapport au prix qui est devenu faible, non. C'est par rapport à leur économie ici. Donc s'il y a une reprise économique poussée, assez dynamique en Occident, alors les Occidentaux peuvent demander plus de matières premières. Ça, et pourquoi? Parce que le prix, que ce soit du cacao, du café, etc., ce n'est pas fixé par rapport au franc CFA. C'est fixé sur les places boursières, par rapport au dollar, etc. Donc la dévaluation du franc CFA n'a pas d'effet immédiat sur le prix des matières premières exportées par les Africains. Donc espérer que ces prix-là seront moins chers et que ça va relancer tout sur l'économie, ce n'est pas vrai, il faut du temps. Ça c'est, si tu veux dire, la balance commerciale qui s'est creusée avec l'importation et qui serait recouverte par un volume important des recettes d'exportation, ce déficit de la balance commerciale peut s'approfondir. Si tu veux dire que là encore il faut faire beaucoup attention. Troisième conséquence, c'est que avec le temps, car ceux qui font la dévaluation, ce ne sont pas les pays africains qui prennent la décision, ce sont les Européens, pour ne pas dire précisément la France, qui va prendre la décision. Donc il faut analyser de façon froide pour dire que pour les pays européens qui utilisent l'euro, lequel euro permet disons, le franc CFA est arrimé à l'euro, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour les Européens qui sont en train de construire les différents pays, et surtout les pays pauvres de l'Europe, eh bien, la dévaluation va constituer ce qu'on appelle une pompe aspirante des matières premières. Je m'explique. Avant la dévaluation de 1994, lorsqu'on se présentait en Afrique avec un franc français, c'était l'équivalent de 50 francs CFA. Ça nous permettait d'acheter un seul ananas, des 50 francs. Après la dévaluation, on présente le même 1 franc, on nous donne 100 francs CFA. Ce qui nous permet d'acheter non plus un seul ananas, mais 2 ananas. L'autre ananas, on le prend gratuitement. Avec l'arrivée de l'euro, qui est une dévaluation déguisée, mais dont les Africains n'ont pas pris conscience, le même Français vient avec non plus 1 franc, mais avec 1 euro. L'euro lui donne 655,957 francs CFA, que j'arrondis à 656 francs CFA. Il va acheter l'ananas qui vaut 50 francs CFA, il ne va plus acheter deux ananas, mais en divisant par 50 francs, il va acheter 12
12 ananas. Si demain la dévaluation a lieu, et que pour le même euro, il a 1000 francs CFA, eh bien 1000 francs divisé par 50, il va avoir 20 ananas. Bien sûr, on peut rétorquer pour dire que l'ananas aussi prend de la valeur, c'est vrai, mais dans tous les cas, ça ne change rien fondamentalement. S'il n'a pas 20 ananas, il va avoir 18 ananas. Bref, par cette technique monétaire, les Européens se donnent les moyens objectifs pour dépouiller, pour acheter à vil prix les matières premières des Africains. Lesquelles matières premières leur sont indispensables pour reconstruire valablement tous les pays d'Europe. Et parce que l'objectif, c'est qu'il faut unir les Européens. Donc ça, c'est une des conséquences, la pompe aspirante. Et une autre conséquence, c'est qu'on va assister à ce qu'on appelle l'autonomisation de la dette africaine. C'est-à-dire que la dette africaine va augmenter en toute autonomie. Prenons un exemple encore. Si l'Africain a aujourd'hui une dette d'1 euro, il est obligé de payer 656 francs CFA pour éteindre cette dette. Si demain, après la dévaluation, il a toujours une dette d'1 euro, il sera obligé de débourser non plus 656 francs, mais 1000 francs CFA. Et pour qu'on puisse mieux comprendre, imaginons que vous avez une dette de 656 millions de francs CFA, eh bien, pour ça, c'est l'équivalent de 1000 francs, non, 1 million d'euros. Bon. Donc, si vous voulez éteindre une dette d'1 million d'euros, vous déboursez 656 millions. Mais demain, quand l'euro, le dollar, non, le franc CFA sera dévalué, on va débourser encore plus d'argent. Alors que c'est la même dette. Donc c'est ce qu'on appelle une autonomisation de la dette. Ensuite, un des inconvénients majeurs, c'est que grâce à cette technique, qu'est-ce qui va se passer? Les Africains qui sont toujours enclins à la mendicité financière internationale vont naturellement tomber dans le piège de la dette. C'est-à-dire, nous connaissons ce qu'on appelle l'aide publique au développement, laquelle aide financière est donnée par les bailleurs de fonds et autres. Eh bien, puisqu'il y a une dévaluation du franc CFA, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, avec 1 euro, il va donner une dette qui s'appelle, enfin, dont le montant c'est 656 francs CFA. Mais demain, après la dévaluation, il donne le même euro, mais ça sera une dette de 1000 francs CFA. Vous voyez qu'avec la dévaluation, il endette davantage les pays africains, qui malheureusement n'ont pas encore bien compris ce que c'est l'importance de la souveraineté monétaire, vont encore se faire ils vont tomber davantage dans ce piège monétaire, puisque les bailleurs de fonds ou bien leurs créanciers habituels se donnent des moyens objectifs pour mieux endetter les Africains. Quel est leur intérêt? Parce que quand les Africains seront endettés, alors ils seront tout simplement puissants pour dicter des comportements aux Africains, afin que ces Africains remboursent leurs dettes. En un mot, des techniques élaborées pour pouvoir prendre les matières premières gratuitement. Et une des conséquences, c'est que la France ne fait pas la dévaluation par hasard. Grâce à la dévaluation, la France va faire ce qu'on appelle un désendettement sans douleur vis-à-vis des Africains. Prenons un exemple toujours. On va supposer qu'aujourd'hui, dans les comptes d'opération des Africains ouverts au trésor public, il y a des milliards de francs. Si on raisonne en termes de CFA, je vais supposer qu'il y a 656 millions de francs CFA. Si la France devrait rembourser cette dette à l'égard des Africains, elle devrait, dans le cas actuel, avant la dévaluation, devrait débourser 656 millions de francs CFA, divisé par 656 francs CFA, ça lui donnerait 1 million d'euros que la France devrait débourser. Bien. Demain, après la dévaluation, pour rembourser la même dette, eh bien, la France va faire ceci, 656 millions de francs CFA
divisé non plus par 656, mais par 1000 francs CFA, ça lui donnerait 0,56 millions et 0,56 milliards, c'est-à-dire va débourser non pas 1 million d'euros, mais 656 000. Du coup, sa dette s'est réduite. Donc, c'est une façon élaborée pour la France de diminuer tout simplement sa dette sans faire un effort particulier. Ensuite, il y a d'autres inconvénients, mais on va citer quelques-uns encore. Il y a ce qu'on pourrait appeler des Africains qui ont leurs enfants à l'étranger. Ils envoient de l'argent à leurs enfants qui sont à l'étranger. Mais ceux-là, ils vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Puisque le franc CFA sera dévalué, exemple pour 1 euro, il faut, au lieu de débourser 656 francs CFA comme dans l'état actuel, si demain la dévaluation 1 euro égale 1000 francs CFA, ça veut dire que ceux qui ont leurs enfants à l'étranger seront obligés, pour donner à leurs enfants 1 euro, de débourser non pas 656, mais 1000 francs CFA. Donc, pour eux, ça devient une difficulté supplémentaire. Mais il faut aussi reconnaître qu'au niveau des Africains, il y a ce qu'on appelle une politique monétaire et une politique de crédit assez rigoureuse. Pourquoi? Parce que quand il y aura la dévaluation, puisque les prix vont augmenter partout, eh bien, le comportement des dirigeants africains sera de faire en sorte qu'ils maîtrisent l'inflation. Donc, ils ne vont plus faire une politique monétaire laxiste, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus permettre de donner des crédits, parce que s'ils donnent encore plus de crédits, on aura une inflation d'origine monétaire qui va venir s'ajouter à celle qu'on a déjà constatée. Donc la meilleure façon de ne pas donner trop de crédits, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt était, par exemple, je dis un exemple à 10%, ils vont passer facilement à 17%, à 20%, pour empêcher les gens de venir prendre de l'argent. Et ils peuvent faire ce qu'on appelle une politique d'encadrement des crédits, c'est-à-dire qu'ils interdisent complètement, parce qu'ils sont dans une situation où il faut empêcher les citoyens de venir s'endetter et empêcher donc le développement de l'inflation d'origine monétaire, parce que comment on appelle, l'inflation n'est pas seulement d'origine monétaire. Une autre conséquence, c'est que ceux qui ont leur épargne, leurs petites économies, eh bien ceux-là, ils verront que le pouvoir d'achat de leurs économies va se réduire. Et ainsi de suite. Un autre inconvénient, c'est que puisqu'on ne peut pas prêter de l'argent, et puisque tout ce qu'on importe devient trop cher, nous allons assister à une redynamisation de la pauvreté qui existait déjà. C'est-à-dire que les gens seront encore plus pauvres et les gens vont encore mourir. Alors, la question, est-ce que les gens vont toujours rester passifs? Eh bien, c'est là, il y a ce que nous appelons une lueur d'espoir. Et c'est peut-être là, tout en étant, hélas, assez cynique, que nous allons parler peut-être des avantages de la dévaluation. Pourquoi? Bon, un des avantages que les gens peuvent citer, mais sans trop faire attention, il y a ce qu'on appelle le transfert des fonds de la diaspora, de la diaspora africaine. C'est-à-dire que un Africain qui envoie par exemple 100 euros à ses parents, au lieu que le parent perçoit 65 000, il va percevoir 100 000 francs CFA. Mais ce n'est pas parce qu'il aura la dévaluation que la diaspora va être encouragée à envoyer plus. Au contraire, ça peut avoir même un effet inhibiteur pour dire, ben, avec 100 euros, je lui envoie 100 000 francs CFA. Donc, ça suffit déjà pour lui. Bon, ça c'est le seul aspect positif. Mais surtout, ce que je voulais dire, l'aspect positif, c'est que comme tout le monde va souffrir, alors ça va accélérer l'éveil de conscience des Africains. Et ça, c'est un aspect vraiment
positif. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, les dévaluations sont imposées aux Africains. Et pourquoi? Parce que justement, le franc CFA n'est pas leur monnaie. Et que les décisions sont prises à l'extérieur et leur sont imposées. Ensuite, après l'éveil de conscience de ces Africains-là, alors les Africains seront plus aptes à écouter et à se poser des questions. Mais quelle est donc la solution? Comment faire pour justement nous débarrasser de cette monnaie qui en fait ne nous appartient pas? Il y a des gens qui le disent, mais on ne les écoutait pas. Aujourd'hui, tout le monde s'apprête à écouter. Et je pense que lorsque des gens vont venir pour proposer des solutions, alors ça pourra prendre. Et la véritable révolution va venir du bas. Et c'est ça, parce qu'en temps normal, lorsqu'il y a une dévaluation comme ça, aucun régime, je dis bien dans des pays normaux, aucun régime ne résiste à cela, parce que ça touche tout le monde. Monsieur Eboun, comme le rappelait le professeur Agboou, la dernière dévaluation a eu lieu en 1994. Comment a-t-elle été acceptée par les chefs d'État des zones CEMAC et UEMOA? Comment voyez-vous l'avenir politique du franc CFA? Ce que l'on peut dire, c'est que si ceux qui défendent l'ordre colonial, disons l'ordre néocolonial, sont à la tête de nos États, on peut dire que le franc CFA a des beaux jours devant lui. Parce qu'il est évident que ceux qui ont fait le pacte néocolonial vont chercher à continuer à corrompre, vont chercher à bâillonner les consciences, vont chercher à désinformer pour que l'ordre colonial perdure. Donc, il y a une obligation, une nécessité historique pour les progressistes et les panafricains de poursuivre le combat de nos aînés en se débarrassant de leurs petits problèmes internes, de leurs égos, de rassembler tout le monde. Il est évident que, j'aime bien prendre l'exemple de la fourmi. Un homme devant une fourmi peut écraser une fourmi. Lorsqu'il y a une colonne où il y a des milliers de fourmis qui s'avancent, le même homme qui écrasait une fourmi prend la fuite. N'ose pas affronter, parce que les milliers de fourmis qui avancent, moi c'est ce que j'appelle, si vous voulez, il faut éveiller les consciences. Il faut qu'il y ait des millions de consciences africaines qui s'éveillent. Et c'est cette conscience-là qui amènera à sortir de l'ordre néocolonial actuel, notamment dont l'un des exemples est le franc CFA. Donc, en tout cas pour ce qui nous concerne, ça passe par l'unité des forces progressistes et panafricaines. Donc, ce qui va permettre à débarrasser le continent de toutes ces velléités. Professeur Agboou, ok. Le regretté Joseph Tchunjang Puemi, votre devancier et auteur du livre « Monnaie, servitude et liberté », n'a pas eu la même fortune que vous en termes d'audience. Qu'est-ce qui explique ce réveil de la jeunesse africaine sur cette question monétaire? Bien, disons que d'abord le procès Joseph Puemi Tchunjang a écrit en 1980. Les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Internet. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut reconnaître que la question même du CFA était méconnue à cette époque, en 1980. Et il était très marginal. Son livre a été méconnu. C'est connu par une petite minorité, mais l'élément même le plus important, ce sont les moyens de communication. Ils sont très développés aujourd'hui.
Donc, il suffit simplement de faire une conférence, on met sur Internet, et les gens commencent à accéder aux informations. Et ça, c'est très important. Maintenant, il faut aussi ajouter le problème de la pauvreté. Parce que on fait comprendre aux Africains qu'ils ont une monnaie très forte. Une monnaie qui est protégée par la France. Une monnaie qui a ce qu'on pourrait appeler la garantie de la France. Donc, ils sont dans la certitude. Mais que constatent-ils? Ils constatent que leur pauvreté, au lieu de reculer, ne fait que s'aggraver. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Quand nous prenons le cas, par exemple, de la Corée du Sud. La Corée du Sud, comparée, par exemple, à certains pays comme, en 1960, je veux dire, comme par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud était derrière. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des 15, est la 15e puissance économique du monde, au moment où nous parlons. La Chine est la 2e puissance économique du monde, et ainsi de suite. Donc, quand on pose la question, puisque ça réveille quand même la pauvreté dynamique en Afrique, l'Afrique tient tout. Mais les Africains sont pauvres. Il y a de quoi s'interroger. Et comment ça se fait que ce sont les pays de la zone franc CFA, contrairement à ce qui leur a été promis, ce sont ceux-là qui sont derniers. Le Burkina, le Niger, alors que tous ces pays sont riches. Donc, la jeunesse africaine s'interroge. Et pour mémoire, nous pouvons rappeler qu'au moment où nous disons que pour 1 euro, l'Africain de la zone franc CFA donne 656 francs CFA, en arrondissant bien sûr, eh bien, le Sud-Coréen, pour avoir le même euro, donne 1500 won. C'est-à-dire, la monnaie de la Corée du Sud, c'est le won. Donc, le won est 2 fois plus faible que le franc CFA. Et pourtant, la Corée du Sud est en avance. Un deuxième exemple, l'Iran. Bon, disons même l'Indonésie. Pour avoir un seul euro, l'Indonésie donne 12 000 roupies pour le même euro que l'Africain arrive à acquérir à 656 francs CFA. Le troisième exemple, c'est celui de l'Iran. L'Iran donne 14 500 rials pour avoir le même euro. Et enfin, le dernier exemple, le Vietnam. Pour avoir le même euro, le Vietnam donne 27 000 dong, dong étant la monnaie du Vietnam. 27 000. Pourtant, le Vietnam est la 2e puissance économique, disons, c'est le 2e pays exportateur mondial du riz. Alors, il y a de quoi s'interroger. Donc les Africains se posent la question, pourquoi le Vietnam, qui a une monnaie 41 fois plus faible que le franc CFA, arrive non seulement à se nourrir, mais à exporter le riz? Et eux qui pensent que c'est en ayant la tutelle monétaire de la France peuvent se développer, ils sont derniers. C'est toutes ces questions-là. Donc pour me résumer, pour répondre de façon plus simple à votre question. 1. Il y a la pauvreté dynamique, négativement dynamique contre les Africains. Les Africains s'interrogent. 2. Il y a les moyens de communication très puissants qui sont là, que les Africains exploitent. Et enfin, il y a même le problème de la légitimité même des dirigeants africains. Parce qu'on se pose la question, que font donc ces dirigeants? Qu'est-ce qu'ils font avec le franc CFA? Il y a toutes ces interrogations. Donc, je pense que voilà quelques éléments. Il y a certainement d'autres explications. Mais en tout cas, Komi-Tuta n'a pas connu cette chance de communication avec le reste du monde. Monsieur Boundi, peut-on espérer que la classe dirigeante actuelle sur le continent puisse rompre avec ce système néocolonial? Dans le contexte actuel, je pense que c'est exclu. La rupture ne peut venir que du bas. Je pense que le professeur l'a évoqué, il faut que ça parte du bas. C'est les peuples africains qui vont pouvoir pousser de telle sorte que
il y ait à la tête de ces États des progressistes, des panafricains, pour mener une politique favorable aux intérêts des peuples africains. Donc, parce que j'ai du mal à voir que les dirigeants actuels puissent scier la branche sur laquelle ils sont assis. Vous prenez les pays de l'Afrique francophone, tous les régimes, tous ces dirigeants sont impliqués de manière directe ou indirecte dans une alliance occulte qu'on appelle publiquement la France-Afrique. Il est difficile d'être un suppôt de la France-Afrique et de scier cet arbre-là, c'est pas possible. Et sinon, l'ordre part de ceux qui vous ont mis là pour vous échanger, de mettre quelqu'un d'autre à votre place. Donc, je pense qu'il est exclu de concevoir que les régimes actuels puissent se défaire de cette tutelle. Je pense que c'est les peuples qui seront capables de prendre leur destin en main et de mettre les dirigeants ou les équipes qui seront capables de défendre leurs intérêts. Professeur Agboou, oui. Qu'est-ce qui explique que les économistes africains reprennent systématiquement les thèses des institutions financières internationales au lieu de proposer des solutions originales pour le financement de l'économie africaine? D'abord, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la colonisation mentale des élites africaines. Parce que vous les voyez comme Africains. Mais quand un Africain vient et il fait l'école, par exemple de France, quel que soit son domaine, on va dire c'est un historien, on a formé un docteur en histoire, mais quelle histoire? Il est docteur en économie, mais c'est quelle économie? Il est venu à l'école coloniale. Parce que l'enseignement qui est donné, par exemple en France, c'est dans l'intérêt de la France. Donc lui, l'étudiant noir, quand il part avec un papier qu'on lui a délivré, qu'on appelle le diplôme, c'est normal, il va aller se vanter parce qu'il est docteur, etc. Mais il est docteur en quoi? En économie. De quelle économie? Donc, si vous voulez, c'est un problème de l'éducation. L'enfant agit dans une situation donnée, ou bien il se comporte en fonction de l'éducation qu'il a reçue depuis le bas âge jusqu'à ce qu'il soit mature. La jeune fille à qui on a fait comprendre qu'être voilée est une bonne chose, elle va commencer à se voiler. Et ainsi de suite. Donc les élites africaines, malheureusement pour nous, sont colonisées mentalement dans l'écrasante majorité. Et surtout, un enfant qui est élevé dans la mendicité, il écarquille les yeux, il utilise toute son intelligence pour trouver des bienfaits dans la mendicité, qui par définition est une humiliation. Donc la génération africaine que nous voyons, malheureusement, n'ayant pas eu un autre discours que celui de la soumission, tout naturellement se met dans le sillage, dans les sillons qui sont tracés. Donc vous comprenez que, heureusement qu'il y a eu une petite minorité d'Africains qui prend conscience pour dire que c'est tout à fait normal que tout ce qu'on nous a appris à l'école, par exemple occidentale, etc., ils nous ont appris ce qu'ils ont envie d'apprendre parce que c'est leur programme. Mais nous, maintenant, nous avons nos propres problèmes. Et nous devons remettre en cause tout le système néocolonial ou colonial qui est là. Et c'est pourquoi nous battons pour faire comprendre aux Africains que c'est pas parce qu'on a envie de lutter contre quoi que ce soit. Mais le système, par exemple, le franc CFA, c'est d'essence nazie. C'est vraiment le nazisme monétaire. Et si vous me le permettez, peut-être on peut expliquer rapidement.
quand la France était occupée, les Allemands obligeaient, par exemple, à appliquer le nazisme monétaire. Et ce nazisme monétaire se manifestait de trois grandes manières. Première manière, quand les Allemands arrivent, première des choses, ils dévaluent la monnaie locale qu'ils ont trouvée sur place dans le pays vassalisé, comme la France. Exemple, le franc français valait, non, 1 mark allemand était égal à 10 francs français. Quand les Français ont été pris par les Allemands, ils ont dit 1 mark égale désormais 20 francs français. Du coup, ils se sont donné un pouvoir d'achat très élevé. Deuxième méthode, c'est, dans d'autres pays, ils enlèvent purement et simplement la monnaie locale et ils mettent une monnaie coloniale. Eux-mêmes, ils contrôlent. C'est-à-dire, c'est une monnaie qu'ils ont inventée. Et à partir de là, ils achètent. Mais ça leur coûtait absolument rien, puisque cette monnaie n'a pas cours légal en Allemagne. C'est ce que la France fait. Le franc CFA pour les Africains, mais il y a aussi le franc qu'on appelle le nouveau franc et le franc de l'océan Pacifique, etc. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle les comptes d'opération. À cette époque-là, les Allemands avaient ouvert chez eux, pour des pays contis comme la France, des comptes qu'on appelle le clearing. Et ils obligeaient, par exemple, les Français à dire, bon, apportez-nous pour 7 milliards de pommes de terre. Mais pour que les pommes de terre partent depuis les campagnes françaises et arrivent à Paris pour que ça soit donné aux Allemands, les Allemands obligeaient l'État français vassalisé à payer de sa propre poche les paysans français. Et les 7 milliards, donc, arrivaient et disent, bon, voilà, nous avons reçu le produit. Maintenant, nous allons créditer un compte que nous, Allemands, nous ouvrons chez nous pour vous, les Français. Et ils mettent un signe plus. Et ces 7 milliards de Deutschmark que vous avez chez nous, vous ne pouvez les utiliser que sous deux conditions. Première condition, 1. Importer des produits provenant de l'Allemagne. 2. Avoir l'autorisation de Hitler. Mais Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, tout comme Pierre Arnoux, qui était le ministre de l'inspecteur des finances, tout comme René Sédio, qui a écrit Le Canard en chair, tout ça, ils sont unanimes pour dire que jamais les Français n'ont utilisé cet argent, parce que, 1, ils ne pouvaient pas importer quoi que ce soit de l'Allemagne, 2, ils ne pouvaient pas avoir l'autorisation de Hitler. Quand la France a été libérée, elle nous a appliqué ce même système, et nous avons encore les comptes d'opération. Mais beaucoup d'Africains ignorent, et ça nous citons avec plaisir Jean Boissonnat, qui est membre du comité monétaire de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Ils disent tout simplement, en 1954 seulement, hein, il y a plus de 500 000 Français qui vivaient de ce système-là, et que jamais la France n'a déboursé un seul centime. Mais la France prenait les matières premières gratuitement. Et comme gérer un pays, c'est prévoir. Le général de Gaulle avait vu qu'en donnant l'indépendance politique à des pays africains, on pouvait avoir un éveil de conscience. Donc, il a fait passer des accords avec les pays africains sous forme de ce qu'on a appelé en 1963 les accords de Yaoundé 1. Non, la France subissait le nazisme monétaire. Et dès qu'elle a été libérée, elle nous a appliqué ce nazisme monétaire. Et les Africains, comme gérer un pays, c'est prévoir, le général de Gaulle a obligé les Africains à signer des accords qu'on appelle les accords de coopération. Et ces accords de coopération, on a signé en 1963. C'est ce qu'on appelle les accords de Yaoundé 1, qui se sont renouvelés en 1969, qu'on appelait les accords de Yaoundé 2, qui sont par la suite devenus les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3,
Lomé 4, les accords de Cotonou et tout récemment les APE, c'est-à-dire accords de partenariat économique. Mais quel est le dénominateur commun de tous ces accords? C'est qu'on obligeait les Africains à exporter les matières premières brutes de l'Afrique vers la France. Et comme je le dis, Jean Boissonnant, membre du comité monétaire de la Banque de France, il nous a rappelé avec insistance que toutes ces matières premières étaient prises gratuitement. Pourquoi? Parce que quand les Africains exportent vers la France ne prend pas l'argent de sa caisse pour payer les Africains. La France dit aux Africains, vous pouvez importer des produits en provenance de chez nous, ça c'est le premier point. Mais mieux, si vous exportez, au lieu que je vous paie, je mets un signe plus, j'écris un signe plus dans votre compte ouvert au trésor public français qu'on appelle les comptes d'opération. En termes techniques, on dit je crédite votre compte, exactement comme ce que faisaient les Allemands. Et c'est comme ça, les Africains se sont laissés prendre. Donc c'est pour dire que c'est ce même nazisme monétaire qui continue, sous forme que dans les comptes d'opération, les Africains sont obligés de donner avant 1973 l'intégralité de leurs recettes d'exportation à la France. Et ils sont gardés, stockés dans les comptes d'opération. C'est-à-dire si les Africains, un pays comme la Cameroun, etc., fait une recette de 100 milliards de dollars, eh bien, on met ça dans les comptes d'opération en France, au Trésor public français. C'est à la suite, après 1973, la réforme de 1973, on a dit, bon, déposer maintenant 65%. C'est-à-dire sur une recette de 100 milliards de dollars, les Africains déposent au compte d'opération 65 milliards. Et ils n'ont que 35 milliards. Et avec la réforme de 2005, jusqu'à ce jour, c'est maintenant 50%. Et comme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, vient de le dire avant d'être au FM, il dit qu'il y a même des pays, comme ceux de la BEAC, membres des États de l'Afrique centrale, qui donnent, au moment où on leur demande 50%, ils donnent 90% jusqu'à ce jour. Ça veut dire quoi objectivement? Que des milliards et des milliards des Africains sont détenus ici, dans les comptes d'opération de la France. Pendant ce temps, les Africains souffrent. Pendant ce temps, les Africains sont en train de sillonner le monde pour aller chercher de l'aide financière. Donc, tout ce travail-là, pour revenir à votre question, ça veut dire que ça doit être, tout ce mécanisme doit être dénoncé par les Africains. Surtout ceux qui ont fait des études qu'on appelle les élites. Mais encore faudrait-il que ces élites soient elles-mêmes informées. Or, le franc CFA n'est pas enseigné comme il se doit dans les universités africaines. Et le franc CFA n'est pas non plus enseigné en France. Ça veut dire que ce sont des individus qui prennent le risque d'attaquer ce sujet-là. Car, rappelons-nous, Kwame Tchouchang, qui a été le premier à écrire en 1980, on l'a trouvé mort dans des circonstances mystérieuses. En 1963, Sylvanus Olympio du Togo, il avait quitté pratiquement la zone franc CFA, il avait abandonné. Il devait peut-être proclamer sa monnaie le 15 janvier, mais c'est le 13 janvier 1963 qu'il a été exécuté. Tout récemment, c'est le 5 mai 2011, la Côte d'Ivoire de Gbagbo devrait sortir la monnaie ivoirienne. Dès l'instant où elle avait été renvoyée par la puissance française de la BCAO, eh bien, le président Gbagbo avait pris la décision de battre la monnaie ivoirienne. Et au plus tard, le 5 mai, cette monnaie devrait sortir. Eh bien, on voit ce qui est arrivé. Le 11 avril, on l'a destitué. C'est pour dire aux Africains que la colonisation, qu'on appelle la néocolonisation, elle est extrêmement violente. Et ce sont les Africains qui doivent prendre conscience que la France n'a jamais véritablement décolonisé.
Et c'est en prenant conscience de ça que les Africains peuvent mener de concert la vraie bataille. Et c'est en luttant que, par exemple, ils peuvent se débarrasser de ce nazisme monétaire véhiculé par le franc CFA. La question centrale, c'est de dire, mais si on a notre monnaie, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons dire deux mots dessus rapidement, si vous me le permettez. Eh bien, avoir sa souveraineté monétaire, c'est-à-dire avoir sa propre monnaie, ça veut dire avoir sa propre banque centrale. Lorsque les Africains auront leur propre banque centrale, alors la banque centrale va diriger, va gouverner, va contrôler toutes les banques commerciales où le citoyen lambda peut avoir son compte. Et quand on a toutes les banques commerciales sous le contrôle des Africains, les Africains vont maîtriser tous les circuits financiers. À partir de là seulement, on pourra donner des crédits bancaires à des femmes et à des hommes qui veulent entreprendre. Et si ces Africaines et ces Africains entreprennent, c'est-à-dire créer leur propre entreprise, ça veut dire que des emplois, des millions d'emplois seront créés. Ça veut dire que les matières premières seront transformées en Afrique par les Africains et pour les Africains. Et à partir de là, eh bien, le commerce afro-africain qui est l'avenir de l'Afrique pourra alors voir le jour. Car l'Afrique, c'est 1 milliard de personnes aujourd'hui. Dans 38 ans, ça sera 2 milliards de personnes à nourrir. C'est un vaste marché. Mais encore faudrait-il que les Africains prennent maintenant conscience que leur avenir ne se trouve pas à l'extérieur, que personne ne viendra de l'extérieur pour les développer. Mais c'est eux-mêmes, et seulement eux-mêmes. Et en faisant ça, eh bien, on connaîtra que l'Afrique va combattre avec efficacité la pauvreté, en satisfaisant leurs 9 besoins primaires, qui sont 1. Manger, c'est-à-dire construire les industries alimentaires. Dormir, c'est-à-dire construire leur propre logement. Et l'Afrique a de l'espace vital. Parce que quand on réunit la Chine et les États-Unis, leur superficie est de loin, mais je dis bien de très loin, inférieure à la superficie de l'Afrique. C'est le continent le plus grand. Donc on a de l'espace vital. À l'intérieur de la maison, il faut y mettre de l'eau potable, accessible à tout le monde. Ensuite, il faut mettre de l'énergie. On peut mettre de l'énergie solaire. Or, qui est l'énergie la plus propre, la plus disponible et la moins coûteuse. Avec l'énergie solaire introduite dans tous les foyers, eh bien, même au village, ils peuvent avoir accès à des commodités. Et après ça, il faut le transport. Les transports collectifs, il faut les développer. Avec les routes à faire, tout ça, les Africains sont capables de le faire. Ensuite, le 6e besoin, c'est la santé. La santé, ça veut dire tout simplement que le personnel médical doit être déployé, doit être formé et déployé. Où ça? Dans les centres de soins primaires, dans les campagnes, dans les dispensaires en ville et dans les hôpitaux. Ensuite, une fois on a fait ça, il faut développer l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Ce sont des bâtiments qu'il faut construire et on y affecte le personnel enseignant. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le 7e besoin, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler le développement des plaisirs simples, pour ne pas dire la culture, le tourisme, etc. C'est le divertissement des mots. Et le 9e, c'est la sécurité. Aucun pays seul ne peut se développer, aucun pays ne peut se protéger tout seul. Ce sont là des faits objectifs. On a vu ce qui s'est passé tout récemment en Côte d'Ivoire, tout récemment en Libye, etc. Les pays africains n'ont pas d'autre choix que de s'unir. Ne serait-ce que pour se développer et pour se protéger. Et avec la transformation des matières premières, avec leur propre monnaie, nous sommes convaincus que des richesses vont rester en Afrique, qu'on appelle les valeurs ajoutées. Les Africains étant riches, alors ils peuvent facilement acheter des armes, mais surtout inventer des armes et se prendre véritablement en charge. Condition sine qua non pour que l'Afrique reste l'Afrique de demain. Je vous remercie. Merci, professeur. Monsieur Eboundi, la question de la souveraineté africaine est une composante essentielle de la pensée panafricaniste. Or, les panafricanistes sont en dehors de l'arène politique africaine.
Peut-on réaliser le projet africain sans les panafricains? Bon, la réponse est non, sinon c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas le projet panafricain à l'ordre du jour aujourd'hui sur le continent. On ne peut pas aller construire le panafricanisme sans les panafricains. Comme on ne peut pas faire la révolution sans les révolutionnaires. Donc, en tout cas pour nous, la Ligue panafricaine du Congo-Umoja, nous nous sommes donnés comme mission de convaincre les panafricains, partout où ils sont, dans la diaspora, dans le continent, d'envisager la conquête du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour conquérir les mairies, pour conquérir la députation, être député à l'Assemblée, le Sénat, créer des formations politiques sur le terrain qui proposent une alternative crédible pour pouvoir gouverner. Et donc, pour réaliser l'idéal panafricain, de notre point de vue, il faut que les panafricains, au-delà de tout ce qu'ils font déjà, ils écrivent, ils créent des pièces, ils font de la peinture, il faudrait en plus qu'ils embrassent aujourd'hui la réalité de la politique locale. Il faut être dans les luttes des syndicats, il faut être dans les luttes estudiantines, il faut être dans les luttes des paysans qui protègent leurs terres. Parce que, bon, les terres sont fertiles, on les vend à vil prix à des pays étrangers. Il faut être dans tous ces combats-là. Et c'est comme ça que nos populations vont se reconnaître à travers ces enfants qui défendent les intérêts des Africains. Donc moi je pense que pour réaliser le projet de l'unité de l'Afrique, il faudrait que les panafricains se mouillent le maillot. Il n'y a pas 36 solutions. C'est pas en restant en dehors du combat politique traditionnel. Parce que ça sera un combat avec nos frères qui pensent qu'il faut passer par l'Occident pour accéder au pouvoir. Alors que nous pensons qu'il faut passer par le peuple pour accéder au pouvoir. Il y a une différence de taille là-dessus. Votre organisation, unique en son genre dans le paysage congolais, car elle assume le projet panafricain comme aucune autre, quelles sont ses perspectives? Bon, les perspectives pour nous, bon, déjà, vous avez dû remarquer que nous rassemblons au-delà des ethnies. Nous ne sommes pas une organisation mono-ethnique ou mono-régionale. Nous sommes pluriethniques et plurinationales d'ailleurs. Donc, les perspectives, déjà, c'est conscientiser le citoyen africain partout où il se trouve, à travers tous les débats que le professeur sur la question de la souveraineté monétaire, sur la question des dettes odieuses, sur la question du contrôle de nos ressources premières, de notre terre, qui aujourd'hui se trouve... Parce qu'il y a une recolonisation, il faut appeler les choses telles que. C'est-à-dire que quand on décode ce qui se fait aujourd'hui, il y a une sorte de recolonisation du continent. Donc, il faut amener, par des exemples simples, à montrer à nos concitoyens que voilà ce qui se fait, ce qui se passe. Pourquoi certains de nos frères n'ont pas choisi le bon côté. Donc, pour nous, il faut conscientiser l'individu africain pour que ça devienne une conscience globale de l'homme africain. Et c'est
à partir de ce moment-là, je pense que la conquête du pouvoir politique sera plus facile pour chacun d'eux. Voilà, je vous remercie. Professeur Agbohou, Pierre Eboundi, merci beaucoup.